Salut, c'est Xondor. Bienvenue sur ma chaîne. Dites-moi, quoi de mieux pour démarrer cette nouvelle année 2026 qu'un nouveau format? Enfin, quand je dis nouveau, c'est plus temporaire en fait. Disons simplement que cette vidéo ne comportera pas de facecam. C'est juste un peu compliqué pour moi d'utiliser ma webcam en ce moment. Bref, je suis actuellement en train de faire le montage de ma prochaine vidéo sur le film Rogue One, qui sortira sous peu, mais je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur la série Rebels avant. Chronologiquement, la série Rebels a débuté avant la sortie du film Rogue One au cinéma. En conséquence, je me suis dit qu'il fallait donner mon avis sur cette série avant de sortir ma vidéo sur Rogue One. Cependant, je vais sûrement en rassurer certains, et je n'en doute pas en frustrer d'autres, cette vidéo sera plus courte que mes vidéos précédentes. En plus de ça, cette vidéo sera justement la transition avec mes 5 dernières vidéos sur The Clone Wars. Ouais, on va dire que je fais de l'autopromo. Bah ouais, et alors? Je vous invite à aller voir ces vidéos si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse avec le générique et on peut démarrer la vidéo. Star Wars Rebels. Cette série, sortie en octobre 2014, est le premier projet audiovisuel sous l'ère Disney, avant l'avènement de la chaîne de streaming Disney+. La série était diffusée sur Disney XD. a duré 4 saisons, d'octobre 2014 à mars 2018. La série nous conte les aventures d'un groupe de rebelles durant le règne de l'Empire Galactique, se situant chronologiquement entre le vide qui sépare les épisodes 3 et 4. Alors pour les personnages. Alors au début, le premier personnage que j'ai vu, c'était Ezra Bridger. Première fois que je l'ai vu, je me suis dit tiens c'est bizarre, on dirait Aladdin ce personnage. Niveau facial, tout ça, il ressemblait à Aladdin. Ensuite on a eu le personnage de Kanan Jarrus. Alors les explications de Dave Filoni, c'est un cowboy Jedi, parce qu'il a un sabre laser et un pistolet. Get back up there and fix the shields! Well, Kanan, I like to call Kanan the Cowboy Jedi. Hi, I'm Freddie Prinze Jr., and I'm the voice of Kanan in Star Wars Rebels. Vraiment, j'ai jamais vu. Et Kakatarn, non. Après, il y a eu le personnage de Sabine Wren, la Mandalorienne. Une Mandalorienne avec une armure violette. Une Mandalorienne, tu vois très nettement qu'ils ont, féminisé le personnage de Boba Fett. C'est une Mandalorienne très girly. Une Mandalorienne qui fait des tags sur les murs, tout ça. Et moi, la première fois que je l'ai vue, j'ai pensé à la pub Nerf Rebelle. Je sais pas si certains ont la ref. Nous sommes rebelles. Nous sommes Nerf rebelles. Pars à l'aventure avec tes amis. Avec le nouvel arc multi-shoot, tire 4 flèches à dessus. Ensemble, plus forte pour la victoire. Découvre-en plus sur nerfrebelle.com. Puis voilà, après il y a le personnage de Zeb, qui a un design assez proche des premiers concept art pour Han Solo et Chewbacca. Et puis il y a le personnage, la pilote Hera Syndulla. Mon perso, j'ai rien à dire sur ce personnage, c'est une toulette quoi. Donc voilà. J'avais énormément d'a priori concernant cette série. J'ai eu du mal à me lancer dedans. Cependant, après avoir regardé la première saison, je me suis dit « Ok, pourquoi pas ?» La proposition était intéressante et jonglant sur une période pas forcément abordée dans le Legend, tout en étant un prolongement de la période de la guerre des clones. Dans le Legend, nous avions les comics Dark Times, qui partaient également du même principe, mais en beaucoup plus trash et sanglant. La série Rebels revient sur un principe fondamental de la trilogie originale. Une aventure spatiale teintée d'humour, avec des héros qui ont tous une personnalité différente. Le pilote, le héros, le mentor, le gros bras, le droïde rigolo, la fille rebelle qui se trouve être également le crush du héros. Bon, bien sûr, je parle uniquement ici que de la comparaison avec le premier film Star Wars, sorti en 1977, et non de ses suites que sont successivement
Empire contre-attaque en 1981 et Le Retour de Jedi en 1983. Car il n'était pas prévu que Luke et Leia soient des jumeaux. Et je ne pense pas qu'il était également prévu que Han Solo et Leia forment un couple. Comme il n'était pas forcément prévu que Dark Vador soit le père de Luke. Mais que voulez-vous, c'est justement toute cette originalité qui fait que cette première trilogie est la trilogie originale. Bref. La série met également en avant les inquisiteurs impériaux. L'introduction de ces personnages font écho à la purge Jedi, instaurée par Dark Vador et l'empereur Palpatine, juste après les événements du film Star Wars épisode 3, La revanche des Sith. Le design des inquisiteurs est cool, une armure sombre rappelant légèrement Dark Vador. Le sabre laser à poignée circulaire aussi donne un effet jamais vu avant. Quoique... cela peut être un effet un peu trop cartoon. En voyant cette scène, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'inspecteur Gadget. Gadget à main, Gadget au chapeau, Gadget au poing, élastique au gadget, les bandits sont là, ils n'échappent pas. Et malheureusement, Disney ont également réussi à me piéger en introduisant un nouveau personnage, une nouvelle inquisitrice, la 7e sœur. Ce personnage étant joué par Sarah Michelle Gellar. Guess again. I'm Sarah Michelle, and I play the seventh sister on Star Wars Rebels. I am an Inquisitor. I may be number 7, but I'm pretty much number 1. Je me trouvais dans l'obligation de regarder cette saison, étant un fan inconditionnel de la série Buffy. Je ne sais malheureusement plus exactement le déroulement des épisodes, mais il me semble qu'à la fin de la saison 2, le personnage d'Ahsoka disparaît de la série. Attention, je dis disparaître. Cela ne veut pas dire forcément la mort du personnage, juste qu'il ne fait plus partie de l'équipage du Ghost. Lors d'un affrontement avec Dark Vador, dans un temple Sith, on nous laisse suggérer qu'Ahsoka aurait péri sous l'effondrement du temple. Donc, à ce moment, tu te dis, parfait, enfin une mort digne. D'autant que durant l'affrontement contre Dark Vador, Ahsoka a découvert la double identité de Vador Anakin. Comment pourrait-elle survivre à un secret de sans nuire à la continuité des autres films? Donc oui, cette mort supposée d'Ahsoka était une belle mort. Mais les scénaristes, ainsi que le fanservice, à ne pas en douter, en ont décidé autrement. Mais on y reviendra plus tard. La saison 3 marque l'introduction d'un nouveau personnage, le Grand Amiral Strone. Le Grand Amiral Strone, qui à la base provient de la trilogie de romans de Timothy Zahn, qui se déroule 5 ans après les événements du film Le Retour du Jedi. Donc, je n'étais pas forcément chaud à l'idée de voir l'arrivée de ce personnage à cette époque, se déroulant quelques années avant les événements de la trilogie originale. Cependant, je dois reconnaître que les scénaristes ont respecté le personnage de Strone, un grand stratège militaire qui se passionne pour la culture et l'art des autres espèces qui peuplent la galaxie. Donc, jusque-là, on peut dire que j'appréciais la série. Malgré que je savais constamment qu'il s'agissait d'une réécriture d'une saga que j'avais aimée à travers différents romans et comics. Et là, Disney ont décidé de s'attaquer à la Force. Et là, tu sentais clairement qu'ils ne maîtrisaient absolument pas le sujet. Il faut comprendre que le concept de la Force est un sujet très délicat. Une idée très abstraite, quoique fournie de certains détails. Oui, la force qui donne aux chevaliers Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. La vie l'a créé, l'a fait grandir. Son énergie nous entoure et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Tu dois sentir la force autour de toi, ici, entre toi, moi, l'arbre, la roche, partout. Oui, elle est même entre le sol et le vaisseau. George Lucas a décidé d'y inclure l'idée de midi-chloriens durant la prélogie. Bien que cette idée est détestée par certains fans, personnellement je trouve que cette idée est géniale. Inclure les midi-chloriens donne un aspect plus scientifique de la chose, sans enlever son côté surnaturel. Cependant, les créatifs de Disney n'ont pas vu la chose de cette façon. Pour eux, la force, c'est la magie. La force, c'est juste un moyen de faire avancer le scénario,
de te dire ta gueule, c'est magique. Certains vont probablement dire que j'exagère, mais la fin de la saison 4 a introduit une idée complètement folle. Ezra trouve un lieu mystique lié à la famille Mortis. Dans ce lieu hors du temps et de l'espace, Ezra arrive à sauver Ahsoka in extremis, avant l'effondrement du temple Sith comme on a pu le voir à la fin de la saison 2. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir gâché le sacrifice héroïque d'Ahsoka? À l'époque, je ne le savais pas encore, mais Disney avait prévu tout un projet autour du personnage d'Ahsoka. Quelques épisodes plus tard, Ezra se trouve à bord du destroyer stellaire du grand amiral Thrawn, le Chimère. Ezra arrive à entrer en communication télépathique avec des baleines spatiales géantes. Ayant réussi à piéger Thrawn et son destroyer, Ezra suggère aux baleines géantes de plonger dans l'hyperespace. La fin de la série Rebels se déroule quelque temps après les événements du film Le Retour du Jedi. Donc après la victoire de l'Alliance rebelle lors de la bataille au-dessus de la lune forestière d'Andorre. On retrouve une Sabine et une Ahsoka, un peu plus âgées, qui se mettent à la recherche d'Ezra. Je ne l'avais pas remarqué tout de suite, mais il s'agit juste d'un avant-goût de la série Ahsoka. Et on va pas se mentir, hein. Le titre de la série Ahsoka, c'est juste un prétexte pour ne pas appeler la série Rebelle saison 5. Conclusion. Oui, je sais, j'ai zappé sûrement plein de passages importants de la série, mais je pense avoir passé les plus essentiels. En regardant juste la série, on pourrait se dire que comme elle se situe entre les trilogies, c'est cool du moment que cela ne nuit pas à la continuité des films de la trilogie originale. Bien sûr, tout en faisant quelques références subtiles à la postologie, mais c'est normal puisque c'est Disney qui produit les deux projets. Seulement, Disney sont beaucoup plus vicieux que ça. Je m'explique. Entre-temps, ils ont sorti une ultime saison à la série The Clone Wars, une saison 7. Une bonne partie de cette saison 7 se déroule en parallèle des événements du film Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith. La fin de la saison 7 nous montre même un Dark Vador tel qu'il nous est présenté dans Rebels, marchant dans la neige. Donc, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir exactement, volontairement ou pas, Disney ont réussi à empiéter sur les films, à tel point qu'il n'est même plus utile de regarder les films épisodiques pour comprendre la saga Star Wars. Et je n'exagère rien, regardez bien la fin de la saison 7 de The Clone Wars, se situant après les événements du film Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith, et la fin de la série Rebels, à la saison 4, se terminant après les événements du film Le Retour du Jedi. À quoi sert-il encore de regarder les films? Et encore, je n'ai pas parlé de la nouvelle série Tales of the Jedi, qui se situe avant les événements du film épisode 1, La Menace Fantôme. On peut passer de The Clone Wars, les 7 saisons, et enchaîner avec la série Rebels, les 4 saisons. Et ensuite on enchaîne directement avec les séries The Mandalorian et Ahsoka. Les films épisodiques sont devenus un élément dispensable de la saga. En fait, le constat est simple. Il n'y a plus de Star Wars à proprement parler. Il y a juste The Clone Wars de Dave Filoni qui compte. C'est ironique quand on pense que la période de la guerre des clones n'est juste qu'un interstice entre deux films, entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Depuis 1977, l'univers étendu que l'on appelle aujourd'hui Univers Legend a accompagné les films Star Wars, de la trilogie originale, puis ensuite de la prélogie, sans jamais contredire leur contenu, ou empiéter sur eux. Bon ok, il y avait parfois des incohérences, mais elles étaient vraiment infimes, comparées à toutes celles que Disney font ces dernières années. Et s'il vous plaît, ne venez pas me parler de saga Skywalker. Certains iront même jusqu'à dire « Non mais il y a toujours quelque chose à raconter, au-delà de la saga Skywalker ». Déjà, ça veut dire quoi, la saga Skywalker? Que ce soit canon ou pas, ça ne veut rien dire ce truc. La saga Skywalker n'est qu'un nouveau terme emporté par Disney depuis qu'ils ont greffé leur postologie aux 6 films principaux. On peut dire ce qu'on veut de l'ancien univers étendu, mais au moins ils respectaient les personnages principaux de la trilogie originale. Ils respectaient l'essence même des films. D'autres iront même jusqu'à dire aussi « Non mais vous, de toute façon, s'ils ne touchent pas à la période KOTOR, moi ça me va ». Alors les jeux KOTOR sont un peu à part dans la globalité de l'univers étendu, car ils se situent chronologiquement à plus de 3000 ans dans le passé. Donc les événements de ces jeux n'ont pas trop d'importance pour la continuité des films, ce qui laisse une assez grande liberté, je dois le reconnaître. Cependant, mon attachement pour ces jeux provient aux nombreux clins d'œil faits au reste de l'univers étendu. Car en effet, sans l'existence des comics L'Empire des Ténèbres de Tom Veitch, qui scénarisera plus tard également les comics Tales of the Jedi, eh bien, les jeux KOTOR n'existeraient probablement pas. Je sais par expérience que ces comics, L'Empire des Ténèbres, ont mauvaise réputation. Tout ce qu'on retient d'eux, ce sont la résurrection de Palpatine et les dessins qui sont boches.
Mais si on va au-delà de ces préjugés, et ne me dites pas que vous en êtes pas capable, parce que lorsque j'entends des aberrations telles que « Non mais, il y a toujours quelque chose à raconter au-delà de la saga Skywalker », bref, les comics L'Empire des Ténèbres ont énormément contribué au reste de l'univers étendu, avec des créations de planètes telles que Bis, l'obscure planète où l'empereur a planifié son retour. Cette planète sera réintroduite, servant de base à l'Empire infini des Rakata, dans les comics Dawn of the Jedi. Ossus, la bibliothèque Jedi, qui sera réintroduite dans les comics Tales of Jedi, mais également dans les romans Académie Jedi, de Kevin J. Anderson, mais également durant le Nouvel Ordre Jedi, mais également l'Héritage de la Force. Korriban, planète d'origine des Sith, où le clone décharné de Palpatine se rendra pour demander conseil auprès des esprits des anciens seigneurs noirs des Sith. Cette planète sera introduite dans les comics Tales of Jedi, mais également dans divers supports, notamment les 2 jeux KOTOR, mais également The Old Republic. Balmorra. Cette planète comporte une usine robotique impériale, qui se rebelle contre l'inquisiteur Celeris. Cette planète sera introduite dans le jeu online The Old Republic. Nar Shaddaa est la lune de Nal Hutta, la planète des Hutt. Nar Shaddaa est également surnommée la lune des contrebandiers. Elle a d'abord été créée pour unique but de donner un peu de lore au mystérieux passé de Han Solo. Cette planète sera utilisée dans divers supports, dans les romans de la trilogie Han Solo, mais également dans divers jeux vidéo, Dark Force ou KOTOR. Onderon et sa lune Xiun servira de refuge aux héros qui tentent de fuir le clone de l'empereur Palpatine. Celui-ci tente de se réincarner dans le 3e enfant de Leia et Han, le jeune Anakin Solo. C'est d'ailleurs sur cette planète que Palpatine succombera au tir de blaster de Han Solo. Son esprit se retrouvera piégé dans le corps de Jedi Brand. Les planètes Onderon et Xiun seront réintroduites dans les comics Tales of the Jedi. Et scellera une première défaite des Mandaloriens avant le début des guerres mandaloriennes. Ces 2 planètes seront également réintroduites dans le jeu KOTOR 2. Bref, le comics L'Empire des Ténèbres a introduit beaucoup de planètes, dont certaines autres dont j'ai dû oublier le nom. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres éléments apportés par le comics L'Empire des Ténèbres. La technologie des holocrons, la technique de méditation Jedi, qui sera reprise par le personnage de Bastila dans le jeu KOTOR notamment, mais surtout dans les autres romans, dans d'autres supports, notamment dans les comics Tales of Jedi, qui ont été scénarisés par Tom Veitch et Kevin J. Anderson, mais aussi toute une partie du mythe concernant les Jedi et les Sith. Donc tout cela, Tom Veitch les réutilisera dans les comics Tales of Jedi, qui servira plus tard de terreau fertile pour les jeux KOTOR. Donc tu as beau me sortir un tout nouveau jeu, Fate of the Old Republic, qui sera en lien avec les futurs jeux KOTOR remake, mais ça ne change rien aux conséquences établies. Ce tout nouvel univers de KOTOR, mis en place par Disney, sera forcément en lien avec The Clone Wars, et non avec l'ancien univers étendu. Et ça, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout en fait. Attention, je ne dis pas que Star Wars est mort. Il y aura toujours un public pour ces nouvelles créations, en particulier pour les plus jeunes, ce que je peux parfaitement comprendre. Et puis, qui suis-je moi pour juger les goûts de chacun ? Je ne fais que donner mon avis. Et mon avis d'aujourd'hui n'est qu'un avis parmi d'autres. Mais il faudrait peut-être être honnête. Il faut reconnaître que la créativité artistique est morte depuis que les séries The Clone Wars ainsi que Rebels ont empiété sur les films. Tous ceux qui te diront le contraire sont des immenses hypocrites. Et oui, je pèse mes mots, des immenses hypocrites. Et tu sais pourquoi ce sont des immenses hypocrites ? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart de ces influenceurs Star Wars n'ont qu'une vague notion extrêmement limitée de ce qu'était véritablement l'univers étendu de l'époque, avant que celui-ci ne se fasse rappeler univers légende. Et puis, peu importe que les films soient nuls, ou que le nouvel univers canon parte totalement en couille. Le contenu de ces chaînes YouTube, de ces personnes, dépend exclusivement de la réussite commerciale de ce nouveau Star Wars. Enfin, je veux dire, plus exactement, de ce dérivé de The Clone Wars de Dave Filoni. Car, comme je le dis précédemment, il n'y a plus de Star Wars. Le nouveau nom de la franchise, c'est The Clone Wars de Dave Filoni. Soyons honnêtes, appelons un chat
Un chat, tout simplement. Donc, pour en revenir aux influenceurs Star Wars, si jamais le nouveau canon de Disney se casse la gueule, ces mêmes influenceurs n'auront plus rien à dire. Donc c'est tout bénef pour eux. La médiocrité de ce nouvel univers canon est devenue leur gagne-pain. Et là, je ne parle que de Star Wars, mais pour d'autres univers tels que le Marvel Cinematic Universe, également fait par Disney, comme par hasard, bah c'est exactement pareil. Cependant, lorsque tu as plus de 30 ans, et que tu t'intéresses un minimum à l'univers étendu, il est facile de se rendre vite fait compte que le nouveau canon mis en place par Disney n'est pas stable. Capitaine, il est tout à fait possible que cet astéroïde ne soit pas totalement stable. Pas totalement stable. Je suis vraiment ravi que tu sois là pour nous dire ça. Et surtout, déconne. Est-ce que tu te rends bien compte que tout ça, ça déconne? Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Alors je sais, j'ai essayé de faire au plus court. Je n'ai mentionné ni Dark Maul, ni les Mandaloriens. En fait, étant donné que j'en avais déjà parlé dans mes vidéos sur The Clone Wars, je ne voyais pas vraiment l'intérêt d'en parler ici. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller voir mes vidéos pour compléter votre connaissance de l'univers Legend. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour le film Rogue One, qui sera un peu salé, je dois dire.